Bonjour à YouTube, c'est Daimon, un petite review de l'épisode 3 de la saison 6 de Peaky Blinders, sans Tony et du coup pas en live, mais on fera un débrief en live, je vous rassure. Donc moins de trouvailles j'ai trouvé en termes de réalisation et de photographie dans ce troisième épisode que les deux précédents qu'on avait trouvé assez remarquables en la matière avec Tony. L'intrigue aussi est un poil moins haletante. En gros c'est un épisode qui est consacré à deux choses, le road trip d'une part de Tommy dans les montagnes gitanes, je sais pas exactement où il est mais on va les appeler les montagnes gitanes, et l'intérim qui est assuré par sa sœur Ada à la tête de la société. Tony avait un petit peu pré-shot d'une certaine manière et qui voit ici sa réalisation. Donc point pour Tony qui pensait qu'elle allait remplacer Polly en guise de matriarche des Shelby, et là il se retrouve carrément à la tête de la société. Elle voulait plus rien avoir à faire avec, mais justement on va y revenir. Alors la première scène c'est consacrée à l'arrivée aux urgences de Thomas, Thomas avec Lizzie et leur fille, et Thomas qui est un petit peu dans un état de vénéritude avancée, étant donné que, enfin je sais pas, en fait il devient complètement irrationnel. C'est vrai qu'on lui annonce que sa fille a la tuberculose, d'ailleurs c'est une maladie qui est contagieuse, donc peut-être que Thomas lui aussi souffre de ce même problème de santé. D'ailleurs ils le préviennent et ils ont tous des masques, justement ça nous rappelle une situation sanitaire qu'on a connue de façon un petit peu plus proche. Et si vous avez joué à Red Dead Redemption 2, ne spoil hein, mais vous vous rappelez que la tuberculose à cette époque là, bon c'était un petit peu plus vieux dans Red Dead Redemption 2, je crois que c'était vers 1900, là on est en 1934 si je ne m'abuse, à ce moment, début 1934, c'est quand même quelque chose qui est plutôt maltraité. Donc il y a Tommy qui va péter un câble quand on va lui prendre sa fille des mains, mais simplement pour la soigner. C'est sa femme qui le calme, Lizzie en l'occurrence, et qui incarne un peu la voix de la raison d'une manière générale dans cet épisode. Dans la scène suivante, Thomas se fait radiographier et je disais que j'avais pas trouvé grand chose de très remarquable. Alors les montagnes peut-être un petit peu en termes de réalisation dans cet épisode, mais en tout cas en termes de décor et de photographie, j'aime beaucoup cette scène justement de radiographie où en fait on voit du matériel médical qui, alors déjà oui il y a le jeu aussi sur l'éclairage, on voit du matériel médical qui a presque un siècle, mais qui dans le contexte de la série et vu la manière dont il est conservé fait presque futuriste, donc ça tranche un petit peu avec les rues enfumées de Birmingham. Là on a l'impression voilà, d'avoir du matos, on voit que c'est du matos de pointe alors que c'est pourtant vieillot, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors que Thomas est au chevet de Ruby, à sa femme qui arrive et qui lui dit You should wearing a mask, tu devrais porter un masque. Donc voilà, ce qui nous rappelle, comme je le disais tout à l'heure, un contexte qu'on a connu de façon assez récente. Eux aussi, hein, ils avaient connu la grippe espagnole, même si ça remontait à la Première Guerre mondiale, et que là, on est plus proche de la seconde que de la première dans le contexte de la série. Et Thomas lui répond c'est ce que je fais, sous-entendant qu'il porte allégoriquement un masque, mais en fait en parlant de son masque social, qu'il essaie de ne pas se voir se fissurer, sinon il repèterait un câble comme dans la première scène, enfin l'une des premières scènes de l'épisode, dans l'hôpital. Donc là en fait il essaie simplement de garder son calme et voilà, de ne buter personne aussi, j'imagine, puisqu'il avait dit dans le précédent épisode à Nelson que son dernier meurtre remontait il y a 4 ans justement. Ah, et puis donc il y a aussi le pronostic vital de Ruby où ça semble pas sentir très bon. Alors ils envisagent plusieurs choses, l'affaissement d'un poumon, des sels d'or, enfin c'est des sels avec une contenance en or de je sais plus combien de pourcents, mais personne n'a l'air très optimiste quant à l'issue, en tout cas qui semble incertaine en termes de pronostic vital. Vu que c'est un petit peu le bordel dans sa vie perso à ce moment-là du récit, Thomas fait appel à sa sœur, Ada, qui avait dans le précédent épisode, le numéro 2, bien expliqué qu'elle voulait rien avoir à faire avec des commerces d'opium et de président, mais plus généralement, ça fait un moment qu'elle voulait être écartée des affaires de la Shelby Limited Company, et là il invoque en fait auprès de sa sœur la santé de sa fille, pour qu'elle reprenne la tête, en tout cas l'intérim, durant 5 jours. Là, on voit sur l'arrêt sur image, je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec mes affaires. Elle va accepter un petit peu facilement, un peu rapidement. Alors c'est sûr, voilà, c'est la vie de sa nièce qui en dépend, et c'est son frère qui lui demande comme un service familial, évidemment. Mais sauf que le service familial, c'est de tenir la baraque professionnellement, ce à quoi elle se refusait jusqu'ici. Et justement, Ada va commencer
son rôle de régente du royaume Shelby, on va dire ça comme ça, avec cet entretien avec Diana Mitford. Vous vous souvenez, l'épouse de Owsley Oswald, et on avait fait un grand point sur la famille Mitford dans la review de l'épisode 2, et la discussion assez importante et plutôt bien écrite, avec un petit échange de punchline assez sympa qui va durer d'ailleurs dans plusieurs scènes entre Ada et Diana, justement sur les origines de la pauvreté. Pour Ada, le problème est plus complexe, je me suis un peu mélangé dans mes scènes, qu'une explication monocausale comme a tendance à le faire Diana. Pour Diana, en fait, c'est parce que les pauvres, ils dépensent leur pognon n'importe comment. C'est des takes libérales assez connues qu'on entend encore de nos jours assez souvent, si vous écoutez un plateau de BFM ou de CNews ou ce genre de choses. Au niveau économique, les pauvres, finalement, quelque part, ils ont que ce qu'ils méritent, c'est qu'ils font n'importe quoi de leur pognon. Alors que pour Diana Mitford, qui est bien née dans la noblesse, dans l'aristocratie anglaise, qui a été mariée avec l'héritier des Guinness, voilà, forcément, elle a aussi l'idéologie de ses intérêts. L'idéologie de ses intérêts, on peut même voir en quelque sorte le côté classe pour soi, opposé à la classe en soi définie par Marx, les intérêts bien compris de la bourgeoisie, qui aussi passent par ça, donner des explications culpabilisantes sur les causes de la pauvreté, et en fait les riches méritent leur richesse, les pauvres méritent leur pauvreté, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ma bonne dame. Ensuite, elle a réflexion propre à la bourgeoisie et à la droite affairiste, conservatrice, etc. Et avant d'envisager carrément la source de la piste de la génétique, et les pauvres, ils seraient peut-être génétiquement programmés à être pauvres. Là, on est sur plus des bails nazis, mais étant donné que Diana Mitford était à peine moins proche du régime nazi que sa sœur Unity, ça n'est pas très étonnant. Ada, bien sûr, ne va pas manquer de lui renvoyer dans la gueule, dans une punchline bien sentie, tout ce qu'elle pensait de ses considérations génétiques, en fait, qui pour elle sont une classe sociale, et justement elle dit les termes, et ça c'est plutôt cool. Et la discussion se poursuit sur le thème de l'épuration ethnique, des choses assez sympas, où elle lui explique un petit peu pour la rabaisser tout en étant condescendante, que si elle est favorable évidemment à l'extermination des juifs, c'est le nazisme, s'il y a bien un courant idéologique qui sont portés sur ce genre de bail, c'est eux, et Mosley en était, ainsi que son épouse en était, les plus grands représentants dans l'Angleterre d'entre-deux-guerres. Mais elle précise qu'elle interviendra et demandera à ce que les gitans soient épargnés. Pour lui rappeler aussi, évidemment, qu'ils ne sont que des gitans. Alors, Ada va se venger, elle va faire une sorte de briefing une fois que Mosley va arriver, puisqu'au début, il y a toute une discussion en mode on fait quoi, on est qu'entre femmes, est-ce qu'on se réduit à faire du small talk, et en fait elle n'y arrive pas. Mosley finit par débarquer et Ada leur fait un briefing où elle leur dit en gros fermez votre gueule quand même, et Mosley elle a assez amusé, ceci dit, en mode forte tête, j'aime bien ça. Alors pour Ada qui a connu la street, qui a connu même les pires des bastions des bas-fonds du pays en action comme dit Ryan, enfin qui a connu en tout cas les tréfonds à l'époque de la prostitution, puisque c'est comme ça qu'elle commençait en saison 1. Je crois que d'ailleurs elle devait être avec un des frères de Arthur et Thomas. Je me demande si c'était pas John, je ne sais plus, et il a dissuadé à cause de ça. Mais elle qui a connu la street, forcément elle entend des bourges qui déblatèrent sur l'origine de la pauvreté en n'y étant jamais été confrontée. Et elle se rend rapidement compte que ça sert à rien d'essayer d'expliquer la complexité de la chose, que eux cherchent une explication monocausale, et du coup, à partir de ce moment-là, elle est troll ouvertement, elle se fout de leur gueule. Et salut Satil qui vient nous faire un coucou. N'oubliez pas de faire des dons pour Satil, évidemment. Et alors Thomas dans tout ça il branle quoi, parce que c'est bien d'assurer la régence, mais on se demande ce que Thomas fait, et c'est là qu'il arrive dans ces montagnes gitanes, où en fait il cherche Esmé, à laquelle il est vaguement apparenté. En fait c'est Esmé Lee Shelby, donc visiblement c'est la jonction entre plusieurs familles. Et au début il y a ces hommes de main qui sont en mode ouais non on connaît pas d'Esmé, et rapidement parce que c'est elle qui est la boss du truc, ça c'est plutôt cool. Et en fait il la cherche parce que, et c'est ce qu'il avait dit à sa femme, il avait dit ouais essaye les selles, essaye l'affaissement des poumons, tout ce que te préconisent les médecins si tu veux. Moi je vais essayer Esmé, sous-entendant qui pensait plus à une explication surnaturelle, à une malédiction dont serait victime sa fille Ruby, plutôt qu'une simple maladie, ou alors en tout cas une maladie qui viendrait d'une malédiction, et c'est pour ça qu'il va la retrouver justement dans son camp. Elle va jouer le jeu, elle va finalement
après avoir flex un petit peu, elle va finalement accepter de la suivre. Il y a même une take un petit peu féministe, on pourrait dire, au moment où elle explique à Thomas, parce que je sais pas, il lui parle, ouais, si ça pose pas de problème à ton homme, il fait, mais pourquoi j'aurais besoin d'un homme? J'ai un cheval qui tire ma roulotte, j'ai un chien pour me défendre, j'ai un chat pour me réchauffer la nuit, donc en fait j'ai pas besoin de plus. Et elle finit par faire le petit road trip dans sa, je sais plus ce qu'il a comme voiture, si c'est une Ford T ou si c'est un truc, en tout cas c'est une voiture d'époque, et dans ces montagnes, enfin jusque là où ils peuvent, puisqu'à un moment ils vont devoir continuer à cheval puis à pied, et on aura l'occasion d'y revenir. On a le droit ensuite, en entrefilet, un petit concours de beats, je suis obligé de l'appeler comme ça, entre Ada Thorne et donc la sœur de Thomas, et Diana Mitford, la femme de Mosley, en fait c'est Nelson qui arrive à son tour dans la réunion, où il manque vraiment que Thomas, d'ailleurs ils s'en plaignent pas mal, où ils lui sortent quelque chose comme ça, où ils lui disent oui Thomas, ouais bah il a souvent cet effet sur les gens, et en fait qui a la plus grosse, mais qui a le plus gros mari ou frère en l'occurrence, et elle va lui répondre oui, et moi mon futur mari a cet effet sur 20 millions de personnes présentes dans ce pays, donc voilà, quelque part j'ai gagné. Et la scène est plutôt rigolote, et alors il y a un petit peu de mépris de la part des hommes qui les regardent se battre au sujet des hommes. Justement, c'est une scène à fond symbole patriarcal, parce que la chose dont elles peuvent ou doivent être les plus fières, et la chose qu'elles exhibent, c'est l'homme le plus influent qu'elles connaissent finalement. On a Nelson qui a l'air, même si c'est un ennemi déclaré, enfin pas tout à fait déclaré, mais il l'a déclaré à son clan, même s'il n'a pas déclaré de guerre ouverte directement avec Thomas, qui croit encore être en affaire avec lui. Il a l'intention de le tuer, de le faire tuer justement par Michael. Mais on voit une sorte de respect et d'admiration quand même pour ses rivaux, ses ennemis, je ne sais pas comment il les considère, ou des gitans gênants, hein, comme Diana semble les traiter. Et il lui demande quand même à Adam, que fait exactement la Shelby Company Limited? La vraie question, ce serait beaucoup plus rapide de répondre à la question, qu'est-ce que ne fait pas encore la Shelby Company Limited? Parce que ils sont dans le vin, dans les alcools, ils sont dans les paris, ils sont dans quoi ils sont pas? Ils sont dans les commerces illégaux, l'opium, ils sont dans le mercenariat à l'occasion. Enfin, ils ont des activités qui semblent assez variées. Ouais. L'export, la fabrication, la distillation, ils sont un petit peu dans tous les business de l'époque. Je crois pas qu'ils soient dans la métallurgie directement. Ils ont un sanatorium à leur nom, ils ont trop de choses, ils sont en politique. Qu'est-ce qui reste comme secteur d'activité où la famille Shelby n'a pas posé ses pions patiemment au fil de ces 5 saisons? On a Ada qui continue à flex, qui visiblement apprécie de prendre les rênes de la société. On veut lui interdire l'accès au bureau de Thomas au début, et elle rentre en mode Osef, tout de suite à son aise. On a l'impression que ça lui plaît, c'est ça qui est étonnant, étant donné qu'elle voulait ne plus en entendre parler, et elle demande quoi? Du whisky. On lui propose un thé, elle dit du whisky. On lui répond que Thomas a interdit le whisky dans ce bâtiment, et tout de suite en mode respecte mon autorité, va me chercher du whisky, ce que sa secrétaire s'empresse de faire. Enfin, je sais pas si c'est une secrétaire ni quel est son poste dans la société, mais visiblement elle sert un petit peu d'intendance et de secrétariat à Thomas habituellement. En plus de gérer les affaires, Ada va aussi s'occuper du moral des troupes. Elle va donner rendez-vous dans le bar un petit peu. Oui, ils ont des bars aussi, les Shelby, évidemment. Puisqu'ils produisent l'alcool, ils le vendent au détail, ils le vendent en gros, enfin c'est n'importe quoi. Même pour la prohibition. Donc bref, ici c'est simplement un lieu de rendez-vous, et elle s'enquire un petit peu de comment va Lizzie, étant donné que son mari s'est barré, que leur fille est en train de mourir, plus ou moins, hein. Il y a une grosse take justement sur le côté anti-science de Thomas Shelby. On est en 1934, les médecins savent ce que c'est, mais non, monsieur, c'est mieux que tout le monde. Scarubi, alors qu'il n'est pas médecin. Et voilà, il veut lever des malédictions gitanes. C'est un petit peu n'importe quoi. Alors, sur le coup, d'habitude, je suis un petit peu opposé, pour tout vous dire, à tout ce qui est médecine alternative. Alors le contexte déjà n'est pas du tout le même, on est il y a presque un siècle, 88 ans précisément je crois, je fais peut-être un calcul, il est plus de 3h du matin, je dis peut-être n'importe quoi. Ici ce qui est important, c'est que Thomas n'interdit pas à sa femme de suivre les recommandations des médecins, donc elle fait l'affaissement des poumons. Là à ce moment de la discussion elle dit oui, elle va commencer les selles d'or demain. D'ailleurs elle lui dit oui, j'ai vu ta réaction, à chaque fois que je parle à quelqu'un des selles d'or, tout le monde fait une tête, genre la seule personne que je connais qui a essayé, elle est décédée. Est-ce qu'elle est décédée de ça? Est-ce qu'elle est décédée malgré ça?
Bref, ça n'est pas la question. Mais Thomas l'a autorisé à suivre les recommandations des médecins. Il lui a pas dit non, moi je sais ce que c'est, donc je vais prendre ma fille avec moi, l'amener dans les montagnes, alors qu'elle est en train d'agoniser, tu vois. Je vais lui faire un road trip à cheval, mais en voiture et à cheval. Mais du coup, ici, les pratiques alternatives viennent en complément de soins qui ont fait plus ou moins leur preuve à l'époque, enfin en l'état actuel de la médecine évidemment. Donc pourquoi blâmer ce genre de comportement et ce comportement un petit peu irrationnel? Alors déjà, il y a peut-être le fait que dans sa famille, Polly, de toute façon, dans le lore de la série, Polly, elle avait plus ou moins des super pouvoirs, et elle continue de parler en mode fantôme de force. Alors du coup, il n'y a pas le fantôme de force, vu que l'interprète, malheureusement, est décédé. Mais ils auraient pu faire un truc genre Star Wars, la numériser, enfin... Faire du deepfake, je ne sais pas. Ils ont bien fait revenir les gars, vous allez me dire, mais bon, c'est peut-être pas les mêmes budgets non plus, c'est peut-être pas Star Wars. Il y a du bon budget dans Peaky Blinders, mais n'exagérons pas. Et tout ça pour dire, un père qui voit la vie de son enfant menacée, quel père n'aurait pas un comportement irrationnel? Et encore, il reste relativement raisonnable en disant, bah voilà, je te laisse notre fille, je la laisse à l'hôpital, occupez-vous-en bien. Finalement, je ne serai pas utile ici, à part pour péter un câble, donc autant que j'aille péter un câble dans mes montagnes. Avec Esme, du coup. Mais que serait un épisode de Peaky Blinders sans une scène épique avec Arthur? Alors elle n'est pas si épique que ça, mais justement il est utilisé en fait pour ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire intimider et tabasser des gens globalement quand il les bute pas. Et ici, donc, c'est des gens qui bossent dans un entrepôt où les Shelby ont de l'opium et où il y a des vols. Alors, à la base, il me semble qu'il y a une petite étoile noire, donc ils sont censés le buter. Mais Ada dit non, just a beating, donc juste vous le tabassez, ça suffira. En fait, ça va se transformer en une sorte de réunion des opiomanes anonymes, ou en tout cas de tout ce qui vient du pavot, parce que lui, le représentant syndical qui serait accusé par les Shelby de détourner ou de laisser détourner de l'opium aurait été dépendant pour la Première Guerre mondiale à la morphine. Et du coup, en fait, étant donné que Arthur, on l'avait dit dans les reviews des précédents épisodes, est complètement camé en ce moment et qu'il a du mal à s'en sortir, là visiblement ça fait une dizaine de jours qu'il arrive à être sobre, il me semble, je dis ça de tête. Et il lui dit à un moment, voilà, les marques que t'as sur tes bras, elles parlent pour toi, mec, je sais ce que tu vis. Et il commence à lui faire, vas-y, tape-moi si tu veux, mais en tout cas, n'oubliez pas, il y a que toi qui peux t'aider, Arthur. Enfin, il lui fait vraiment genre le grand frère. Et du coup, ça attendrit vraiment de ouf Arthur, qui va s'opposer au fait qu'on le batte. Il va se manger une petite droite par un des seconds des Shelby, qui sont désormais des Peaky Blinders, hein. Normalement ils ont le béret, et je crois qu'il y a eu un petit speech de Arthur par rapport à ça pour motiver les troupes avant, quand il était encore vénère. Donc ils vont repartir sans le tabasser, donc il devait mourir après juste se faire tabasser. Finalement, bon, il aura presque rien eu, il aura super bien... je sais pas s'il a mind brain ou s'il était sincère avec Arthur, justement on peut se poser la question, mais le fait qu'on se pose la question de la sincérité fait que Arthur, qui est un petit peu plus brut de décoffrage, lui va aller à fond dedans. Et ça montre aussi le côté humain d'Arthur, c'est que oui, bien sûr c'est une brute épaisse, mais c'est juste quelqu'un qui a des sentiments un petit peu trop bourrins. Donc là aussi il a un sentiment de gentillesse et de compassion qui le saisit d'un coup et qui n'affecte pas tellement sur le coup ces seconds qui sont en mode non vas-y on est là pour le tabasser, on le tabasse. Peut-être il se chie un petit peu dessus de la réaction de Ada, étant donné que déjà à la base ils sont pas au courant qu'il devait mourir à l'origine, mais bon. Et c'est ce qu'il lui dit, il dit normalement tu devais aller dans un bar qui s'appelle le Black Star, et le Black Star c'était un petit peu le symbole de la mort. Et évidemment, j'aime bien finir par évidemment. La fin du road trip proposée par Esme, puisque il est entamé par Thomas, mais c'est Esme qui lui dit j'ai des choses à te faire voir, il y a des choses dont tu dois te rendre compte, etc. En fait, ça se finit dans un cimetière complètement abandonné, dans un endroit ultra glauque, dans lequel ils ont fini à pied boueux, avec les arbres morts, les croix à l'arrache. Et en fait, elle l'emmène sur la tombe d'une petite fille. En fait, vous vous souvenez, dans les précédentes saisons, il y avait l'histoire d'un saphir maudit qu'il avait filé à une femme. Alors la prévenant d'ailleurs, il le rappelle, il fait oui, mais je l'ai prévenu que c'était maudit, elle l'a quand même accepté. Et en fait, cette femme l'a confié à sa sœur l'a fait monter sur collier et l'a filé à sa fille. Et cette fille, du coup, est morte à 7 ans d'une maladie relativement similaire. Je sais plus s'ils disent exactement si c'est une tuberculose ou pas. Et là, c'est ce qu'elle lui dit. Peut-être qu'elle a attendu que ta fille ait 7 ans, justement, pour que tu comprennes ce que ça fait. Et alors, la raison et la volonté de Thomas Shelby, à ce moment-là, vacille tellement que il en oublie sa sobriété et il lui demande s'il a pas du whisky. En plein dans le cimetière, genre il demande à Esme, ouais, t'as pas du whisky? Oui, bien sûr, je me balade toujours dans les cimetières avec du whisky, et éventuellement pour en arroser sur les tombes, je vais porter un dernier toast à quelqu'un, je ne sais pas. Mais alors que c'est ce qui marquait vraiment
les 2 premiers épisodes et le début de cet épisode 3. Il n'en redemandera pas, ceci dit. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Attendons le final de cet épisode pour nous prononcer. Alors la conclusion de Thomas de tout ça, de tout ce road trip, c'est il va falloir que je retrouve la mère en question pour lui filer 1000 livres sterling et il arrache la croix. Il est complètement fou à ce moment-là. Peut-être que d'ailleurs c'est ce qui va sceller justement l'ultime rebondissement de cet épisode. Il arrache la croix dans le cimetière en disant je vais lui faire mettre une colonne de 20 mètres de haut s'il faut ça pour faire lever la malédiction. Et je crois pas que tu es censé... D'ailleurs, elle réagit assez mal, Esme, quand il arrache la croix d'une défunte pour la jeter par terre. Même si c'est pour me faire mettre une colonne à la place, tu le fais le jour où tu mets la colonne. Tu le pré-shotes pas plusieurs semaines à l'avance, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il finit par revenir de son road trip, persuadé qu'il suffit de dépenser du pognon. Et je sais pas, peut-être que cet arrachage de croix lui a porté malheur. Là, il y a Lizzie qui pète un câble sur le perron de l'hôpital en lui disant mais putain, where the fuck where you been, enfin je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, mais où est-ce que t'es parti, bordel de merde. Et en fait quand elle le répète juste au ton de la voix, c'est là que l'interprétation est bonne quand même, hein. Juste, elle est partie Tommy, mais en fait, elle répète where the fuck have you been, et dans le ton de sa voix, dans la détresse de sa voix, on se dit non, là elle l'engueule pas juste parce que qu'est-ce que t'es parti foutre pendant que j'étais toute seule au chevet de notre fille. Elle est morte pendant que tu n'étais pas là. Elle a rendu son dernier souffle. Elle a demandé à te voir dans ses derniers mots. Je lui ai dit que tu l'aimais. Je lui ai dit que je lui ai fait ton baiser d'adieu à ta place. Et elle a rendu l'âme à 5h24, enfin, je sais plus exactement, parce qu'elle en dit l'heure qu'il était. Peu importe, elle est morte dans la nuit pendant que son père n'était pas là. Du coup, pendant que lui, il était en train de tenter de retourner littéralement des montagnes, leur fille est décédée en son absence. Alors, la perte d'un enfant, c'est toujours tragique, et on ressent la détresse et la douleur de Lizzie. Elle contamine le spectateur qui, émotionnellement, fonctionne à peu près. Mais force est de constater que les interactions de Thomas avec Ruby, sa fille, elles étaient minimes. Avec son autre fils, d'ailleurs, son autre fils, on l'a presque pas revu de la saison. Mais leurs relations, elles étaient pour le moins minimales. Alors, il y a aussi par rapport à une discussion qu'il avait avec Esme, en disant j'ai changé, j'apprends la gentillesse, je l'apprends de mes enfants. C'est de mes enfants que je deviens meilleur finalement. Est-ce à dire qu'il va laisser complètement s'exprimer son côté obscur maintenant que sa fille est décédée? Bon, il lui reste un fils de toute façon, mais pas sûr que ça suffise à le ramener à la raison, pas sûr que la sobriété tienne. La piste de Tony, c'était on va voir Arthur qui va avoir un chemin de rédemption et on va voir Thomas qui lui va partir de plus en plus en sucette au fil de la saison. Je pense qu'il a de plus en plus d'indices qui lui permettent de le penser, mais écoutez, on en discutera dans Serivor en sa compagnie. C'est une review qui fait déjà plus de 20 minutes, j'espère qu'elle ne vous embête pas trop sur cette chaîne Daimon les Chroniques de YouTube. J'ai vu que des gens se sont désabonnés. Ici on va essayer de mettre surtout le contenu geek, prendre un point de départ geek pour essayer des fois de dire des choses intéressantes. Bon là c'est juste une review. On le fera pas forcément sur toutes les séries, mais en tout cas on le fait sur Peaky Blinders parce que personne d'autre ne fait actuellement de review de cette saison 6 parce qu'elle n'est pas sortie encore sur Netflix, mais voilà, je comprends pas très bien le retard. Mais pour toutes les personnes qui ont un VPN ou qui regardent par des moyens détournés, évidemment ce serait dommage d'attendre 6 mois pour en parler. Moi j'ai envie de regarder les épisodes maintenant, bordel. Merde, je m'énerve un petit peu pour la fin de cet épisode, il est presque 4h du matin. Merci d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon autre chaîne si les lives vous manquent et le contenu politique, c'est sur Daimon Radio Libre d'IFM, et pour du gaming directement, c'est sur la chaîne gaming et bien sûr sur mon Twitch. Ciao ciao, c'était Daimon.